Bonjour à tous, notre invité est politologue, directeur de recherche associé au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour Roland Carroll. Bonjour. Alors on vient de vivre une séquence politique très importante, les primaires à gauche, le meeting de Fillon, Emmanuel Macron, on va en parler bien sûr, mais avant cela, on vient de voir en 3 mois les ambitions de François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, qui ont été repoussés par les Français. Est-ce que ça veut dire que cette élection présidentielle va vers un renouveau de la classe politique? Est-ce que les Français ont voulu sortir les sortants? Absolument, c'est tout à fait l'air du temps. En France, comme dans pas mal de pays, de vouloir sortir les sortants parce que ils donnent le sentiment de ne pas réussir, de faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. À vrai dire, pour nous, c'est une vieille tradition. Ouais. Parce que si on appelle présidentielle ou législative une élection générale, depuis 1978, on a toujours sorti les sortants à l'élection générale suivante. C'est un record du monde. Il y a des exceptions apparentes. Mais Sarkozy, il sortait d'un poste ministériel chez Chirac et il s'était placé en rupture. Donc on peut le mettre avec la ligne. Donc les Français vraiment sont mécontents de l'exercice du pouvoir dans leur pays. Et à chaque fois, mais ça risque de devenir de plus en plus fort, ils ont envie de dire non à ceux qui sortent. Et ce mouvement qui s'amplifie, il fait le jeu de Marine Le Pen, avant toute chose? Il fait le jeu d'abord de Marine Le Pen, qui, sans faire campagne pour le moment, est en tête des sondages, se contente d'attendre avant d'entrer en campagne vraiment. Il peut faire le jeu de l'abstention, mais là, les Français, en même temps, adorent l'élection présidentielle. On voit qu'il y a effectivement des très bonnes audiences au débat, que voilà, les meetings marche très bien, ça comble. Absolument. Donc voilà, là l'abstention bénéficie moins dans une présidentielle qu'elle ne le fait dans les autres élections. Mais en effet, ça peut profiter à Marine Le Pen et éventuellement à d'autres candidats qui se placeraient clairement en position de contestation du système. Alors Benoît Hamon vient de remporter la primaire à gauche. Est-ce que le PS a désigné un candidat à la présidentielle ou le futur secrétaire général du parti? Écoutez, un sondage a été fait hier pendant la journée du vote par l'Institut ELAB qui posait un peu cette question aux gens qui étaient en train de voter en disant est-ce que vous votez pour quelqu'un pour qu'il soit président de la République ou pour qu'il porte les valeurs de la gauche? Et 72% d'entre eux, au moment de voter, ont dit pour quelqu'un qui porte les valeurs de la gauche. Ça prouve que même les électeurs des primaires de cette gauche-là, ils savaient bien en allant voter qu'il n'y avait à peu près aucune chance que leur candidat figure en bonne position à la présidentielle. Donc en effet, c'était la volonté de faire la revanche des frondeurs contre le pouvoir Hollande-Valls dont il désapprouvait la gestion. Et évidemment, c'est un lancement de candidature pour Hamon à la tête du futur Parti socialiste, s'il se débrouille bien dans la campagne. Alors, est-ce que l'exercice a été réussi? Parce qu'il y a eu le gros cafouillage après le premier tour. Là, la participation a tangenté les 2 millions, elle a été plutôt bonne. Est-ce que vous diriez que cet exercice des primaires a été réussi pour le Parti socialiste? Bon, ça a été compliqué. Mais on a le sentiment que par rapport à l'espèce d'amusement que provoquait cette primaire de la soi-disant belle alliance populaire dans les médias, chez les observateurs, ils ont fini par franchir la chose pas mal. Et le fait d'avoir dépassé 2 millions dans une participation de deuxième tour, que tout le monde, allez savoir pourquoi, considérait comme une barre symbolique, au moins ils s'en sont tirés, oui. D'accord. Quelles sont ses chances, Benoît Hamon, de rassembler le parti? On commence à voir quelques députés qui avaient voté pour Valls, qui soutenaient Valls, qui vont se tourner vers Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a une chance de rallier Yannick Jadot, voire Jean-Luc Mélenchon, comme il prétend le faire? Alors ça, c'est des problèmes différents. L'intérieur du parti, il va faire le maximum pour essayer de faire ce qui ressemblerait le plus à une synthèse, tout en restant assez fidèle à son programme d'origine, ce qui est l'exercice normal quand on sort d'une primaire. Il va y réussir en partie, parce que beaucoup de gens qui sont déchirés, qui sont absolument pas contents de voir un frondeur à leur tête, quitter le parti, provoquer une rupture juste après sa victoire, c'est un peu difficile. En revanche, chez les députés, la tentation de partir, elle est extrêmement forte chez plusieurs dizaines d'entre eux. Il y a une réunion après-demain des plus réformistes d'entre eux, dont un porte-parole, le porte-parole sortant de la campagne de Valls. Et l'une des raisons pour lesquelles ils se réunissent, c'est comment on fait pour aller chez Macron. Ça ne figure pas dans l'ordre du jour officiel. Mais ils sont prêts à faire des investitures PS, à prendre ce risque-là?
Ils sont prêts à se dire... D'abord, ils sont prêts à penser qu'ils garderont, s'ils vont chez Macron, ils garderont l'investiture PS, parce que dans leur section, c'est là qu'on désigne les candidats, c'est pas au niveau national, normalement. Ils pensent être suffisamment bien vus pour être désignés par leurs électeurs, ils pensent avoir les deux, et ils ont le sentiment que de toute façon, l'étiquette PS rapportera moins que Macron. Donc la vocation naturelle d'un élu, c'est d'être réélu. Donc, bon. Donc du côté des députés, il peut y avoir une vraie hémorragie. Macron lui-même ne souhaite pas que d'un coup, il y ait des paquets d'électeurs socialistes qui viennent colorer sa candidature. Donc je crois que ça va être une négociation pour que ça se fasse par petits jets continus, repris dans la presse, ce qui donnera une impression, mais pas qu'il y ait un paquet de gens qui arrivent d'un coup. Côté Jadot, oui, je pense que ça devrait pouvoir se faire. Franchement, il y a une première raison, c'est que Jadot en est, je crois, à 320 signatures. Pour être candidat, 320, il ne reste plus beaucoup de temps pour arriver à 500. C'est difficile. C'est la première fois que pour un candidat écologiste, c'est vraiment difficile d'avoir les signatures. Et puis, voilà, il faut bien qu'il reconnaisse, et il l'a fait en plus, qu'il y avait beaucoup de proximité sur les programmes en ce qui concerne l'environnement et l'écologie entre lui et Hamon. Donc je pense que là, il y a une bonne chance pour qu'on arrive à un accord. Avec Jadot, mais pas forcément avec Mélenchon. Mais Mélenchon, ça me paraît tout à fait exclu. Mélenchon, l'essentiel de sa campagne est dirigé contre le Parti socialiste. Alors évidemment, il se félicite de l'arrivée de Hamon très, très fortement, soi-disant, parce qu'ils sont en fait très proches sur le fond. Mais la concurrence avec le Parti socialiste est telle que on voit mal comment il pourrait déboucher sur un accord. D'accord. On a beaucoup parlé de ces deux gauches irréconciliables au sein du PS. Est-ce que c'est la fin du PS tel qu'on le connaît depuis le congrès d'Épinay en 71 ? Pas impossible. Après tout, il n'y a déjà plus de parti socialiste italien, il n'y a plus de parti socialiste grec, le parti socialiste portugais est en mauvais état, le parti socialiste espagnol aussi. Le Labour aussi. Le Labour va à la catastrophe électorale en suivant les sirènes de M. Corbyn. Donc voilà, il est probablement inévitable qu'il y ait une crise au Parti socialiste sur le fond, parce qu'au fond, tout le monde se pose cette question, à quoi sert encore la social-démocratie ? Elle a réussi dans nos systèmes, la social-démocratie. C'est elle qui a fabriqué dans tous nos pays européens le modèle social sur lequel nous vivons. Et maintenant, elle sert à quoi ? Faute de répondre à cette question, il y a ceux qui disent qu'il faut retourner aux vieilles valeurs de la gauche et aller vers plus d'égalité et de justice. Mais ça marche pas très bien dans l'opinion publique. Soutenu par les mouvements d'origine, ouvriers. Voilà, et les modernistes, ils n'arrivent pas à trouver non plus un créneau qui soit très, très, très évident. Ici, on voit bien que quelqu'un comme Macron, sur une ligne beaucoup plus clairement social-libérale, réellement moderne, l'emporte sur eux. Donc cette crise, elle va, je crois, cette fois-ci, être visible au grand jour, après la période électorale. D'accord. Alors François Fillon, maintenant, il a vécu une semaine très difficile avec les soupçons qui pèsent sur l'emploi de son épouse lorsqu'il était député. Il a tenu un grand meeting dimanche, porte de Versailles. Est-ce qu'il a réussi, selon vous, à remonter la pente et à remobiliser la droite ? Non. Le meeting, il avait le mérite d'exister. C'est la première chose qui est importée pour les militants et les cadres de la droite, c'est que le meeting soit formellement une réussite, qu'il y ait du monde, et que l'ensemble de la famille soit rassemblé dans les premiers rangs pour qu'on n'ait pas le sentiment que quelqu'un se prépare à un plan B. De ce point de vue, il y a eu du monde, un peu moins qu'ils ont dû, mais sûrement 10 000 personnes, et toutes les vedettes étaient là, souriantes, applaudissantes, participant à la minute d'émotion. Le discours de Fillon n'est pas un grand discours, et on l'a senti pas complètement dans son discours. On voyait bien que cet homme était marqué par ailleurs, mais bon, ça concerne surtout ceux qui étaient sur place. Peu de gens ont suivi l'ensemble du discours. Parce qu'effectivement, on se souvient de 2007, Sarkozy, le « j'ai changé ». François Hollande, 2012, « mon ennemi, c'est la finance ». Qu'est-ce qu'on va retenir de ce discours, précisément ? Visiblement, si j'en juge, parce que j'ai vu sur Internet ou les médias pendant la soirée et la nuit, c'est plutôt la minute d'émotion envers Pénélope. Il se serre la main, il pleure pratiquement, vraiment, l'un et l'autre. Je crois que c'est ça. Alors, il y a des inflexions dans son discours. Il y a
a la volonté d'avoir une politique plus sociale, sur la baisse des cotisations, enfin des charges, pour permettre une augmentation des salaires pour les petits salaires et pour les petites retraites. Voilà, ça c'est deux choses qui coûtent pas mal d'argent, 6 milliards annoncés, et qui sont un peu contradictoires avec la posture qu'avait adoptée Fillon dans les primaires, mais qui lui était très demandée par toute l'aile droite sarkozyste du parti, et d'autre part par les centristes. Donc il y avait là satisfaction donnée à Wauquiez qui était au premier rang, et à Lagarde qui a eu droit à parler à la tribune. Donc formellement, c'est plutôt bien pour Fillon. En même temps, l'affaire ne va pas s'arrêter là. Elle ne va pas s'arrêter là, non pas parce que tout le monde s'attend à ce qu'éventuellement, dans le prochain numéro du Canard ou ailleurs, il y ait une suite au feuilleton, mais parce que tout le monde fait autour de Fillon comme si le problème, c'était uniquement le problème judiciaire. Et donc un problème juridique posé par le fait... Mais c'est aussi un problème, comment dire... Même si en toute réalité, rien n'est prouvé sur le caractère fictif de l'emploi, même si c'était tout à fait légal, il y a la question que posent beaucoup de Français aux sondeurs, qui est, mais est-ce que c'est bien normal de toute façon ? Voilà. Même s'il avait le droit, d'accord, il avait le droit, mais c'est pas bien. C'est pas bien, et encore moins avec des sommes pareilles. Et ça peut continuer à être un peu le scotch du capitaine Haddock. Il faut un acte de fermeture du feuilleton. Il ne l'a pas trouvé pour le moment. Est-ce que ça n'a pas montré aussi que la droite n'était pas très mobilisée autour de son candidat ? On a entendu beaucoup de réactions différentes à ces révélations. Bien sûr, c'est tout à fait vrai. Et franchement, la vitesse à laquelle certains à droite, je ne dirais pas qu'ils se sont réjouis, mais ont fait ceux qui n'étaient pas trop surpris que quelque chose d'embêtant arrive à François Fillon, et se sont précipités sur leur téléphone pour essayer de voir quel plan on pourrait mettre en place, quelle procédure on pourrait adopter pour changer de candidat. Tout ça montre bien qu'il n'y avait pas un fol attachement à Fillon chez beaucoup des barons des Républicains. Alors, on the record, tout le monde le soutient, continue de le soutenir, mais c'est vrai que quand on est en aparté ou en off, on en entend beaucoup qui disent qu'il faut déjà trouver un autre candidat. Absolument. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui ? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas totalement exclure, puisque lui-même, François Fillon, a dit que s'il était mis en examen, il abandonnerait la candidature. Et cette hypothèse n'est pas exclue. Elle est loin d'être la plus probable, mais enfin, elle n'est pas exclue. Donc ils sont bien forcés, de façon réaliste, de réfléchir. Donc, oui, il y en a qui réfléchissent. Alors en attendant, la droite concentre ses attaques sur Emmanuel Macron. Est-ce qu'il est, Macron, comme l'a dit Fillon dimanche, un pur produit marketing? Est-ce qu'il y a une bulle Macron? Écoutez, s'il y a une bulle Macron, elle n'éclate pas. Depuis le temps qu'on nous dit qu'il y a une bulle Macron, et elle grossit. Et d'un point de vue de technique de campagne, pour le moment, Macron n'a pas fait d'erreur. Et il n'a pas encore eu de vrais pépins non plus. Donc ça marche. Il n'a pas présenté vraiment de programme. Il a présenté des esquisses de programmes thématiques dans ses réunions qui ont été plutôt bien accueillies par les gens qui étaient là et par les médias qui suivaient ces événements. Ça fait un programme au moins aussi cohérent que ce que plusieurs autres candidats, à commencer par Benoît Hamon, ont présenté. Voilà. Formellement, le programme lui-même arrivera pendant ce mois de février, mais on voit bien où il va. Il plaît, qu'est-ce que vous voulez ? Il plaît, et il plaît presque autant à droite qu'à gauche, et il y a le côté nouvelle génération, moderne, j'efface un petit peu l'archaïsme de la vie politique française. C'est très dur de lutter contre une telle vague qui suscite un tel engouement dans les meetings, mais Fillon a raison de le prendre comme adversaire principal. Après tout, dans le sondage Kantar-Sofres d'hier soir, il est à un point en moyenne, selon les hypothèses. Voilà. Alors Marine Le Pen reste en tête, mais ensuite, voilà. Fillon n'a qu'un point d'avance, ce qui veut dire qu'il en a quand même perdu 2 dans cette affaire Penelope Gate. Voilà, c'est toujours... On sait bien que quand il y a une courbe qui monte et qu'une autre qui stagne, il risque d'y avoir un croisement des courbes. C'est le pire qu'il a à redouter. C'est pas fait, parce que, voilà, comme vous le disiez, on n'a pas encore un programme complet, on ne sait pas très bien avec qui gouvernerait Fillon, qui est une question qui va lui être de plus en plus posée, mais voilà, le risque est réel. Il reste 80 jours, effectivement, avant l'élection. Dernière question, on voit finalement, avec les choix de Fillon
et amont, une réactivation du clivage droite-gauche assez forte. En même temps, les candidats qui progressent le plus en ce moment dans les sondages, ce sont plutôt ceux qui se présentent comme les anti-systèmes, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va effectivement vers une nouvelle polarisation gauche-droite avec un clivage fort ou vers un effacement de ces différentes frontières ? Vous savez, les Français eux-mêmes sont très contradictoires là-dessus, parce qu'ils nous disent d'année en année, et de plus en plus fortement, il y en a marre des vieux clivages, cette guerre de religion permanente entre la gauche et la droite, il faut y mettre fin, que les gens intelligents se mettent d'accord pour trouver des solutions pour le pays, un peu le vieux couper les deux bouts de l'omelette de la Troisième République. Donc ça, c'est toujours très fort, et même de plus en plus fort dans l'esprit public. Et en même temps, chaque fois qu'il y a un bon vieux combat gauche-droite qui arrive, bah, ils s'y reconnaissent, ils y participent, c'est la vieille musique qu'au fond, ils aiment bien. Comme si, au fond, ils ne nous disaient pas que ce qu'ils souhaitent, c'est ni gauche ni droite, mais ce serait plutôt gauche et droite. Voilà. C'est vraiment cette histoire, coupons les deux bouts de l'omelette et faisons que les gens les plus modernes, les plus sérieux, de la gauche et de la droite puissent arriver à s'entendre pour nous trouver des solutions, d'abord sur le plan économique et social. Et quand vous regardez les électeurs, pas les politiques, ce qu'ils disent sur le plan économique et social, vous vous apercevez que les écarts entre l'électorat, disons socialiste, et l'électorat, disons républicain, sont pas extrêmement éloignés. Donc ce vieux rêve français de faire marcher autrement les institutions de la Ve, il est peut-être pas aussi exclu que le croient les hommes politiques en campagne. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Roland Quérol. Bonne journée.